cette forge, des centaines de candidats ont forgé des armes légendaires. En hommage à la mini-série Colisée, notre forge est devenue une arène de gladiateurs. Pendant les prochaines semaines, notre compétition prend une toute autre dimension. Place aux gladiateurs. Au cours des 5 prochains épisodes, nous allons assister à 10 combats d'un mort subite. Le gagnant recevra le titre de gladiateur de la forge et 5000 $. Il pourra choisir de retourner dans l'arène pour un autre combat. Plus il remportera de duels, plus il gagnera d'argent et de primes. Un gladiateur a survolé ses 2 derniers combats. Félicitations, vous obtenez votre forge et 10 000 $. Pour l'instant, rien n'est gagné. C'est intimidant. On est sous pression physiquement et mentalement. C'est rude. Aujourd'hui, on va voir si Kurt est capable de remporter son 3e titre de gladiateur de la forge et de se rapprocher des 75 000 $, ou si un nouveau candidat va l'éjecter de l'arène. Je vise la victoire. Bienvenue dans les gladiateurs de la forge. Je m'appelle Kurt. Jusqu'à présent, j'ai déjà remporté 2 fois le titre de gladiateur de la forge. C'est particulièrement plaisant d'avoir ce titre et je rêve de ne jamais être détrôné. Je suis déterminé à remporter le prochain combat. Sinon, je ne repartirai pas pour 8 heures de forge car je suis épuisé. Je m'appelle Jesse Wu. Je suis originaire de Phoenix, en Arizona depuis 3 ans. À première vue, je paie pas de mine. Je pèse 73 kilos et je suis plutôt maigrichon. On peut facilement me sous-estimer. Mais avec un tel prix en jeu, je vais me donner à fond. Kurt, Jesse, bienvenue à la forge. Vous allez participer au 3e combat de notre compétition des gladiateurs de la forge. Kurt, vous connaissez la chanson. Jesse, cette épreuve consiste en une fois fabriquer une arme du début à la fin. Une fois le temps écoulé, vous exposerez votre travail à nos juges afin qu'ils réalisent plusieurs tests. À l'issue de ces tests, ils décideront lequel d'entre vous mérite le titre de gladiateur de la forge et remporte un chèque de 5000 $. Kurt, vous avez déjà remporté 2 titres de gladiateur de la forge et 10 000 $. Si vous gagnez les 10 combats de cette compétition, vous recevrez une prime supplémentaire de 75 000 $ au total. Jesse, vous êtes le challenger. Vous êtes ici pour détrôner le tenant du titre, devenir le nouveau gladiateur de la forge et remporter 5000 $. Si vous y parvenez, vous pourrez continuer la compétition et gagner encore plus d'argent. Je veux enchaîner un maximum de victoires. C'est pour ça que je suis là. Tout d'abord, messieurs, nous devons définir quelle arme présente sur notre mur de gladiateurs romains vous allez tenter de reproduire. De forge vous allez utiliser. Pour déterminer ces 2 critères, nous allons tirer à pile ou face. Voici une authentique pièce romaine. Celui qui gagne pourra choisir en premier. Alors, Jesse, pile ou face? Va pour face. Face, c'est d'accord. Prêt? Eh bien, c'est face. Vous voulez choisir l'arme ou la technique de forge? L'arme. L'arme, d'accord. Laquelle vous tente? C'est le copis. Le copis date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette arme est tellement redoutable en combat qu'elle est restée populaire tout au long de l'Empire romain. Il possède une lame recourbée permettant d'asséner des coups mortels et sa garde incurvée protège efficacement la main. Cette arme était appréciée dans la cavalerie et chez les gladiateurs. Des candidats avaient forgé un copis lors de la saison 5. La victoire s'était jouée sur... J'ai choisi cette lame parce qu'aucune des autres ne m'inspirait. Je n'ai jamais forgé de hache ou de marteau, mais je suis convaincu que je peux réaliser un très beau copis. Voici les critères à respecter. La lame devra mesurer entre 40 et 45 cm et le ventre au moins 5 cm. En ce qui concerne la poignée, votre garde devra être fonctionnelle et votre pommeau en forme de tête d'animal. Kurt, comme vous avez perdu à pile ou face, vous pouvez choisir la technique de forge. Pour un tel ventre, on va partir sur un acier de Damas avec un motif goutte de pluie. C'est un motif vraiment sympa. Je pense que ça va donner du fil à retordre à Jesse. Messieurs, vous allez avoir 8 heures pour fabriquer votre copis en acier de Damas avec un motif goutte de pluie. Bonne chance, le compteur démarre maintenant. Vous pouvez choisir la technique de forge. Pour un tel ventre, on va partir sur un acier de Damas avec un motif goutte de pluie. Ce sera un tel ventre, on va partir sur un acier de Damas avec un motif goutte de pluie. Bonne chance, le compteur démarre maintenant.
Jesse ne leur a pas facilité la tâche en choisissant le Copis. C'est l'arme la plus complexe du mur. Demandez une grande minutie. Et c'est le Challenger qui a choisi cette arme. Je sens que ce duel va être intéressant. Dans cette compétition, il ne faut surtout pas négliger la fatigue. Je reste particulièrement vigilant pour ne louper aucune étape. Je ne veux pas devenir trop sûr de moi. Je m'accroche, mais c'est une expérience vraiment difficile. C'est le troisième duel de Kurt, et on commence à connaître ce forgeron. Quand il s'agit d'acier de Damas, il sait vraiment y faire. Je pars sur 18 couches d'acier, moins d'aller jusqu'à 20. Lors du dernier duel, Ryan a été éliminé car sa lame était trop lourde. C'est trop lourd. Je veux faire tout mon possible pour éviter ce genre de problème. Je suis étudiant à l'université du Michigan. Je suis en train de suivre un double cursus en génie électrique et mécanique. On a vu un télo. Je suis pas totalement serein pour ce duel. J'affronte Kurt qui a déjà gagné 2 fois. Donc il va être moins sous pression que moi, bien préparé pour le combat. Jesse est beaucoup plus rapide que Kurt ne l'a été jusque-là. C'est un challenger de taille. Messieurs, la première heure est écoulée. Kurt prend bien son temps pour peaufiner sa soudure à la forge. Je pense qu'il va bientôt passer à l'étape suivante. C'est excellent. Il va obtenir au moins 50 couches d'acier. Ça va permettre à son motif goutte de pluie d'être plus élaboré. Lorsque cette étape, les forgerons obtient des marques rondes, assez grossières. Je viens d'étirer ma billette au maximum. Je vais la couper en 5 afin d'obtenir 90 couches d'acier et donner de la complexité à mon motif. Jesse est en train de façonner sa billette au marteau avant de passer à la presse. Si je me suis intéressé à l'art de la forge, c'est parce que je m'ennuyais et que je regardais des vidéos en ligne au lieu de faire mes devoirs. Jesse démarre sa soudure à la fois sa billette avant de passer à l'étape suivante. 20 couches d'acier ne suffiront pas pour façonner un motif élaboré. Je vais couper ma billette en 3 pour obtenir au moins 60 couches. Je vois que les 2 candidats ne veulent pas se contenter d'un motif goutte de pluie classique. Ils cherchent à ajouter un maximum de couches. Je trouve ça génial. Je veux me rapprocher le plus possible de la longueur définitive de ma lame et mon travail sur la motif finale. Comment faut-il procéder pour obtenir un motif goutte de pluie? Chaque couche d'acier a une couleur différente. Si on perce un trou en forme de V dans une partie de la billette sans la traverser et qu'on aplatit le tout, des cercles concentriques apparaissent. Si on reproduit cela sur toute la billette, on obtient un motif qui ressemble à des gouttes de pluie. Il faut que j'arrive à percer assez profondément pour que le motif goutte de pluie soit bien visible. Mais pas trop non plus, vienne finalement fragiliser ma lame. Je cherche à trouver le dosage parfait. Excellent! De son côté, Jesse vient de finir de percer tous ses trous. J'ai percé tous les trous, je peux aplatir la billette et façonner le motif goutte de pluie. Ensuite, je pourrais forger la lame. Le Copis a vraiment une forme particulière. Les dimensions du ventre font partie des critères imposés. Ça doit être la partie la plus fine de la lame. Donc je fais tout mon possible pour y arriver. J'ai obtenu la forme que je cherchais. Donc je passe à la disqueuse pour aiguiser la lame. Messieurs, il vous reste 4 heures de forge. Maintenant que j'ai obtenu la forme de la lame et les biseaux souhaités, je peux passer à la trempe. C'est une étape primordiale car elle permet de fortifier la lame. Sinon, on obtient un objet qui ressemble à une épée, mais qui n'en est pas une. Ce troisième duel dans cette compétition des gladiateurs de la forge ne manque pas de piquant. Nos hommes sont au coude à coude. On peut clairement dire que le tenant du titre fait face à un adversaire de taille. Kurt fait sa trempe. Tout est sous contrôle. Comme une sorte de craquement. Si je dois tout recommencer, je n'aurai pas le temps de finir. Kurt semble être en mauvaise posture. En observant minutieusement la lame, je ne vois absolument rien d'anormal. Je suis soulagé. Je pense que c'était simplement l'huile qui est... Je ne vois aucune imperfection sur la lame, donc je suis vraiment rassuré. Ma lame est façonnée, c'est l'heure de la trempe. Les 5 000 $ se jouent là-dessus. Les 2 forgerons ont réussi leur trempe. Quelle couleur magnifique. Je n'aurais pas pu mieux réussir ma trempe. La vérification à la lime est ultra concluante. Il semble content de lui. Jesse montre l'étendue de son talent. Il vous reste 2 heures. Je commence à travailler sur le pommeau en forme de tête d'animal. Je dessine ce qui pourrait représenter un cheval. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera à la fin, mais j'essaie vraiment de réaliser une tête de cheval. Ils vont devoir travailler minutieusement sur leur pommeau pour que l'animal représenté soit facilement identifiable. Je sens que ça va être un jeu de devinettes. On dirait une tête de loup. C'est un animal. Je pense que je vais l'appeler Cody, comme le pommeau ressemble à sa tête.
Elle se met toujours sur le dos pour réclamer des gratouilles. Donc c'est le Cody Copice. C'est exactement ce que je cherchais à faire depuis le début. La trempe est réussie, il est temps de fabriquer le manche. J'ai tous les éléments, mais je dois les mettre en forme. Je commence par la partie en bois. C'est une étape compliquée, parce que le bois doit s'adapter parfaitement au pommeau et à la garde. Ça va, son manche. Il va être obligé de tout recommencer à zéro. Bizarrement, j'arrive à garder mon calme. Mais je sais qu'il suffira d'un rien pour que je perde mon sang-froid et que je commence à paniquer. Je dois à tout prix me contrôler. Après ce premier échec, je décide de faire un modèle à la bonne taille dans un autre morceau de bois. Ensuite, je trace les contours de ce modèle pour savoir exactement jusqu'où je peux tailler le bois. Faire des études d'ingénieur peut s'avérer utile. Cette compétition perd passion. Les tests, ça nous connaît. Je pense que ça ira. Messieurs, il ne vous reste plus que 20 minutes. À chaque duel, c'est la même chose. Je finis toujours mon arme sur le fil. Cette fois, je bataille avec les derniers détails du manche. Il soigne davantage son manche que lors des duels précédents. Il y a un espace entre le manche et la garde qui me dérange. Dans ce genre de boucher l'espace avec de la sueur et de la résine d'époxyde. Sinon, le manche risque d'être désagréable à tenir. Je vais manquer de temps. Mon manche n'est pas très réussi. Je suis loin du résultat que je recherchais, donc je vais passer chaque minute qu'il me reste à tenter de l'améliorer. Mais je ne vais pas réussir à reboucher cet espace non désiré. Il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps. J'essaie d'éviter de commettre un faux pas irréparable. Un manche raté et la défaite. Pour cette épée, il ne faut surtout pas négliger le manche. Il faut y accorder tout le temps nécessaire. Il faut à tout prix que mon pommeau ressemble vraiment à un animal. Pour l'instant, sa forme est très grossière. Je n'ai jamais vu un animal avec ce genre de tête. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. Ce combat est terminé. Joli travail. Toi aussi. Je tiens à conserver mon titre. C'est une question d'orgueil. Mais j'ai conscience que c'est loin d'être gagné. Je sais que mon épée est robuste, mais je crains que les juges ne la trouvent pas assez maniable. Messieurs, place au test de résistance. Pour tester la résistance, la durabilité et la structure de vos lames, je vais m'attaquer à ces bustes romains. Jesse, à vous l'honneur. Prêt? Oui. Super. J'ai déjà vu Bella Padman morte. J'ai peur que ma lame se fende en deux, qu'elle se fissure ou qu'elle prenne feu. Jesse, votre tranchant est impeccable. Il n'a subi absolument aucun dommage. La forme de l'épée est très réussie. Par contre, j'ai des réserves sur votre manche. L'espace entre le manche et la garde est légèrement trop étroit. Donc, le doigt manque de place. Mais ce n'est pas catastrophique. Dans l'ensemble, joli travail. Allez, Kurt. Vous connaissez la musique? Prêt? Ça compte? Pas vraiment. J'ai peur que mon manche, que mes finitions soient trop grossières. L'épée de Jesse semble plus travaillée, donc j'espère me démarquer pendant les tests. Je tiens vraiment à conserver mon titre. Kurt, votre tranchant a bien résisté au coup. Vous avez réalisé un motif goutte de pluie absolument magnifique. Par contre, votre manche est assez grossier. Cela rend votre copice moyennement agréable à manipuler. De plus, il y a un espace entre le manche et la garde ici, avec des bords assez tranchants, ce qui rend la prise assez douloureuse. Mais bon, dans l'ensemble, c'était pareil. Merci. Maintenant, messieurs, place au test de tranchant. La découpe d'une peau de bête. Jesse, à vous l'honneur. Prêt? Bien sûr. C'est parti.
Jesse, parlons de votre copie. Votre tranchant est parfaitement affûté. L'épée a impeccablement découpé la peau de bête. En résumé, votre arme peut couper. Kurt, à vous, prêt? Bonne découpe. Merci, c'est gentil. Kurt, parlons de votre copie. Votre manche est un peu grossier. J'ai du mal à insérer ma main correctement sans que mes phalanges frottent contre la garde. Mais l'épée a découpé facilement cette peau de bête. Donc en résumé, votre arme peut couper. Merci, Doug. Messieurs, vos armes ont réussi nos tests haut la main. Donc les juges ont une décision difficile à prendre. Vous allez nous laisser pendant qu'ils débattent. Je vous prie de quitter la forge. Ce sont des forgerons de talent. Doug, qu'en penses-tu? En ce qui concerne la lame, Jesse a fait un travail remarquable. Elle est parfaitement réalisée et ses proportions sont vraiment harmonieuses. Et toi, Ben? Mais je trouve la lame de Jesse bien plus élégante que celle de Kurt. David, qu'en dis-tu? Je dirais que l'une de ces épées semble terminée, tandis que l'autre aurait nécessité un peu plus de travail. À vous de trancher. David, c'est décidé? Oui. Doug, j'ai choisi. Ben? Moi aussi. Je vais les appeler. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre détermination lors de ce duel. Kurt, vous prétendez à une 3e victoire, et Jesse, vous pourriez bien remporter le titre par un autre duel. Après avoir examiné attentivement vos épées, les juges ont pris une décision. Le vainqueur de ce duel des gladiateurs de la forge est... Jesse, toutes mes félicitations. Kurt, vous avez réalisé un travail incroyable, mais malheureusement, votre épée n'a pas été à la hauteur. Ben va vous expliquer pourquoi. Kurt, tout s'est joué sur votre manche. Il présentait des bords tranchants et il était moins élégant que celui de Jesse. Ça a été déterminant. Pour votre victoire, vous avez remporté 10 000 $ en seulement 16 heures de travail. C'est une somme conséquente. Vous avez de quoi être fier. Malheureusement, la compétition s'arrête pour vous. Je vais devoir vous demander de quitter la forge. Merci à tous. Même si je n'ai pas gagné ce duel, je suis fier de mon parcours dans cette compétition. Je transmets le titre à Jesse et je lui souhaite de lui faire honneur. C'est un forgeron talentueux qui nous réserve de belles surprises. Le tenant du titre et vos gains s'élèvent à 5 000 $. Maintenant, vous avez un choix à faire. Vous venez de passer 8 heures dans notre forge et vous en êtes sorti victorieux. Mais vous sentez-vous capable de retourner combattre dans le Colisée? Bien sûr. Eh bien, vous m'envoyez ravi. C'est incroyable. J'ai du mal à atterrir. Encore félicitations pour cette belle victoire. Et à bientôt pour le prochain duel. Je viens de remporter 5 000 $. Je vais tout faire pour enchaîner les victoires. Je m'appelle Ben Bannister, j'ai 23 ans. Je suis devenu forgeron car un de mes amis m'a proposé du travail dans une forge à Colorado Springs. Le fait que Jesse ait remporté son premier duel prouve que c'est un adversaire talentueux, capable de produire une arme de grande qualité. Je vais donner mon maximum et on verra comment ça se passe. Messieurs, bienvenue à la forge. Jesse, vous avez déjà remporté un titre de gladiateur de la forge. Vous êtes en bonne posture pour gagner encore plus d'argent. Si vous enchaînez 5 victoires ou plus, vous recevrez une prime de 10 000 $. Ben, vous êtes le challenger. Si vous remportez ce duel, vous recevrez le titre de gladiateur de la forge et vous aurez l'opportunité de gagner plus d'argent et plus de duels. Au cours des 8 prochaines heures, vous allez devoir fabriquer une arme de notre mur de gladiateurs. Ben, afin de déterminer l'arme et la technique imposée pour ce duel, je vais tirer à pile ou face avec cette pièce romaine. Ben, comme vous êtes le challenger, je vous laisse choisir entre pile ou face. Je choisis pile. Si ça tombe sur pile, vous pourrez choisir en premier. Et c'est pile. Excellent. Vos points de forge. L'arme. On dispose d'un bel assortiment. Toutes ces armes sont impressionnantes. Votre choix. Certaines armes sur le mur ne me donnent pas du tout envie pour ce premier duel. Comme l'espèce de manchon avec une lame au bout. Mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Quelle arme choisir? Quelle arme choisir? Certaines armes du mur ne me donnent pas du tout envie pour ce premier duel. Comme l'espèce de manchon avec une lame au bout. Fausse. Le Xyphos? D'accord. Le Xyphos est une épée courte à double tranchant. C'est une arme particulièrement emblématique de l'époque des gladiateurs.
Le Xyphos est apparu sur les champs de bataille au 7e siècle avant Jésus-Christ. Son efficacité lui a permis de se faire une place de choix au Colisée. Cette épée courte, à double tranchant, en forme de feuille, était particulièrement redoutable en combat rapproché. Il a été fabriqué lors de la... Un candidat avait été éliminé à cause d'un pommeau mal fixé. Votre lame devra mesurer entre 48 et 53 cm. La base de l'épée devra mesurer au minimum 5,7 cm. Elle devra être à double tranchant et en forme de feuille. Enfin, il faudra la munir d'un pommeau et d'une garde. Jesse, vous pouvez choisir la technique de forge. Quel est votre choix? Acier de Damas, Sanmai. Un acier de Damas Sanmai, c'est un défi de taille. Acier à haute teneur en carbone entre 2 couches d'acier de Damas. Joli challenge. J'ai choisi cette technique parce que son nom est particulièrement intimidant. Je veux tirer profit de l'appréhension de Ben. Ce duel durera 8 heures. Bonne chance, messieurs. La compétition démarre maintenant. Nous avons un nouveau tenant du titre. Oui, et un nouveau challenger. J'ai hâte de revoir Jesse à l'œuvre. Il a le potentiel pour aller très loin dans la compétition, car il a battu un double tenant du titre. Ce défi. La technique Sanmai n'est pas simple, mais avec de l'acier de Damas en plus, il faut faire plusieurs soudures à la forge. Ça prouve que Jesse est un vrai compétiteur. Ça impose le respect. Messieurs, dites-nous par un vote au pouce ce que vous pensez du choix du Xyphos. C'est l'arme la plus facile à réaliser du mur, mais c'est aussi l'arme la plus banale de la sélection. Vous fabriquez un Xyphos en acier de Damas Sanmai. Que pensez-vous de cette Me plaît, mais elle nécessite un processus de fabrication assez complexe. Je vais utiliser 2 piles distinctes de 10 couches d'acier, afin de façonner 2 billettes qui viendront englober mon morceau d'acier 80 CRV2. Je vais les fabriquer en même temps pour accélérer cette étape au maximum et pouvoir démarrer le Sanmai au plus vite. Je suis moins stressé que lors du premier duel, parce que je connais la forge, $5000. Pour mon Damas, je me sers de 10 couches d'acier 10,95 et 10 de 15 N20. Les deux forgerons utilisent le même nombre de couches. Cependant, Jesse façonne un seul bloc, alors que Ben en prépare 2 de 10 couches. On sait que Jesse travaille rapidement, qu'il maîtrise l'acier de Damas et qu'il peut produire une belle lame. Je me sens bien. Mon seul handicap, c'est de ne pas connaître le niveau de Ben. La forge. Pour l'instant, tout me semble en ordre. Je vais pouvoir commencer à allonger mes billettes. Je vais les aligner avec mon bloc d'acier 80 CRV2 pour vérifier les dimensions en longueur et en largeur. Pour un Sanmai, si les billettes sont trop larges, elles peuvent se rejoindre et provoquer une grosse fissure le long de la lame. Il fait bien de peaufiner la symétrie de ces billettes. Ça va faciliter la soudure à la forge. J'aimerais passer à la trempe dans environ 3 heures. Je vais tout faire pour. Dur à la forge. Messieurs, 2 heures se sont écoulées. Il vous en reste 6. Je suis aux anges. Kurt a remporté les 2 premiers duels. C'est un forgeron de grand talent. Il s'est fait battre par Jesse qui venait d'intégrer la compétition. Et maintenant, Jesse est au coude à coude avec Ben dans ce nouveau combat. C'est formidable. Chaque candidat met la barre un peu plus haut. Oui, ils sont étonnants. Jesse travaille à la main. Ma billette est robuste. Je passe à la soudure à la forge. Je veux allonger ma billette jusqu'à 60 cm. Ensuite, je la couperai en 2 pour englober l'acier 80 CRV2. Jesse semble avoir terminé sa billette. Il la découpe à la scie à onglet. J'ai hâte de voir comment ils vont procéder. Est-ce qu'ils vont réduire la largeur de leur billette et puis l'adapter à la couche centrale? Ou est-ce qu'ils vont assembler des couches telles quelles et prendre un gros risque? Mes billettes en acier de Damas sont beaucoup trop larges. Il faut que je réussisse à les centrer parfaitement. Ces 2 billettes sont beaucoup plus larges que la pièce centrale en acier 80 CRV2. S'il fait sa soudure à la forge maintenant, il risque fortement de générer une fissure à froid. Il devrait les réduire. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Je prends un gros risque en utilisant des billettes de taille différentes. Mais le compteur tourne. Je suis satisfait. Je n'ai plus qu'à atteindre les 48 cm requis. Je pense que Ben devrait clairement passer à l'étape suivante. Il est relativement difficile de forger une épée en forme de feuille. La lame doit avoir une base large, puis s'affiner avant de s'élargir à nouveau. Il faut vraiment travailler précisément le métal pour obtenir cette forme, ce qui implique un certain doigté. Grâce au marteau-pilon, j'arrive à bien allonger la lame, et je me rapproche petit à petit de la forme finale recherchée. 4 heures. Ma soudure à la forge se passe bien, mais la différence de largeur de mes couches laisse planer le doute. Ma billette présente une fissure à froid. Mais je ne peux pas connaître l'étendue des dégâts avant de passer à la meulage.
Il doit tout faire pour égaliser les différentes couches de sa billette. Nous assistons au 4e duel de notre compétition des gladiateurs de la Forge. Peut-être été un peu trop confiant cette fois-ci. La roue tourne. La billette présente une fissure à froid. Si je continue à aiguiser la lame et que la fissure persiste, je vais devoir tout recommencer. Je respire à nouveau. La fissure à froid n'est présente que sur le bord de la billette. Je peux commencer à m'attaquer à la forme de la lame. Je suis complètement fou. Les deux hommes ont terminé leur billette et réalisé leur soudure. Elles sont presque identiques. Oui, c'est comme si on faisait la même arme. Une fois satisfait de la forme de ma lame, je commence à la nettoyer et tout à coup... J'ai pris un sacré coup. Ce ne serait pas un duel de gladiateurs si personne ne prenait de coups. Tout va bien. Je replace la bande dans la ponceuse et je me remets au travail. Je suis plutôt content de la symétrie de ma lame, donc je vais pouvoir me préparer au passage à la trempe. La trempe est une étape clé, surtout pour un Sandmine. Il y a un gros facteur de risque. Les 3 billettes peuvent décider de se désolidariser. Je dois réussir cette trempe. Ben fait sa trempe. Sa lame n'avait aucune teinte de jaune, elle était totalement orange. Je pense qu'il l'a fait chauffer quelques centaines de degrés de trop. La lame semble intacte. Je suis content de moi. Attendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir façonner mes biseaux. Jesse a ouvert l'arrière de sa forge. La trempe ne va pas tarder. On a dépassé la moitié du temps. Si je rate la trempe, c'est terminé. Et c'est parti. Les deux forgerons ont réalisé leur trempe presque en même temps. Ils sont au coude à coude. Je n'ai entendu aucun bruit suspect pendant la trempe. La lime glisse comme sur des roulettes. Parfait. Maintenant que j'ai réussi la trempe, poncez. Cela dit, pioncer ne ferait pas de mal du tout. Maintenant, je suis prêt à façonner mes biseaux. Les lames en forme de feuille ont un double tranchant. Donc elles possèdent 4 biseaux au lieu de 2. Ça prend énormément de temps de faire en sorte que tous les biseaux soient bien symétriques. J'ai l'impression que quelque chose cloche avec le profil de la lame de Ben. Vous ne trouvez pas que le ventre est un peu trop proche de la pointe? Oui, donc la lame n'est pas parfaitement équilibrée. Pourquoi est-ce un problème? Le poids est moins bien réparti. Ma lame est un peu plus lourde que ce que j'espérais. Mais je veux à tout prix finir mon épée dans les temps. Messieurs, il vous reste 1h30. On dirait que Jesse ajoute une tige d'acier doux au bout de sa soie. Qu'en pensez-vous? Je suis sur un nuage. Je rêvais qu'un candidat utilise cette technique. C'est plus en acier doux qu'une tige en acier trempé. Quelle est l'importance de cette soudure au bout de la soie? Elle est cruciale. Au moment de poncer la soudure, je me rends compte qu'il y a des aspérités. Si cette soudure est fragile, le pommeau ne va pas supporter les tests. Et c'est hors de question. C'est dommage. Donc je recommence avec une nouvelle tige. Cette fois, je prends bien le temps de peaufiner le... Ce qui me plaît chez Jesse, c'est qu'en plus de faire un travail précis, il se concentre sur les éléments clés de sa forge. Cette fois, j'ai obtenu un résultat impeccable. La soudure est uniforme. Rater cette étape aurait été catastrophique, mais la pression s'accentue, et j'ai encore du pain sur la planche. Je me rends compte que mon manche est un petit peu trop long. Il faut absolument que je le raccourcisse si je veux qu'il fasse la bonne dimension. Finalement, mon manche s'emboîte parfaitement. Je peux passer au pommeau. Vous avez vu? Il est si petit. Ce manche risque de ne pas être pratique. Je suis satisfait de mon manche. Je peux aller aiguiser la lame. Pour le martelage, je fixe l'épée dans l'étau, je chauffe l'élément qui dépasse du pommeau et je l'aplatis. La frappe de Jesse produit beaucoup d'étincelles. Je pourrais désaligner les éléments du manche ou briser la tige qui traverse le pommeau. Tout est dans le dosage. J'ai fini le martelage. Je peux enfin façonner le manche. Je n'ai jamais eu si peu de temps pour le faire. Le manche et le pommeau doivent être parfaitement lisses pour ne pas blesser les juges. Pendant les dernières secondes du temps imparti, j'aiguise la lame au mieux. 5, 4, 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. Ce combat est terminé. Quel duel incroyable. Fabriquer une épée en 8 heures, c'est vraiment épuisant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur. C'est génial qu'on ait tous les deux terminé nos armes. J'ai hâte de passer au test. Place au test de résistance, la destruction de pont romain. Jesse, à vous l'honneur. Et...
Je dois avouer que ce test me fait un peu peur. Parce que les pots sont en céramique. C'est l'ennemi de l'acier. On l'utilise pour émousser les lames, donc je crains le pire. Jesse, pour commencer, le manche est parfaitement à la taille de ma main. En ce qui concerne la lame, elle s'est quelque peu émoussée. Cependant, aux endroits où elle n'a pas heurté les peaux, le tranchant est resté totalement intact. Votre épée est parfaitement équilibrée et ses lignes sont vraiment harmonieuses. C'est du joli travail. Merci. Ben, vous êtes prêts? Oui, ok, parfait. Maintenant que l'épée de Jesse a survolé l'épreuve des peaux, je prie pour que ma lame soit aussi robuste. C'est vraiment stressant. Tout en technique, cependant, votre position entre le pommon et le manche, ainsi qu'entre le manche et la garde, sont vraiment soignées. En ce qui concerne le tranchant de votre lame, il y a beaucoup d'irrégularités. La lame est totalement émoussée à certains endroits. Mais votre épée possède un bel équilibre. Elle est robuste et agréable à manier. Joli travail. Merci. Messieurs les gladiateurs de la forge, c'est dernier le test de tranchant, la découpe de sac de sable. Jesse, à vous. Prêt? Ouais. Et c'est parti. Jesse, parlons de votre Xyphos. Il est extrêmement maniable. C'est une lame parfaitement équilibrée. En ce qui concerne son tranchant, il est absolument impeccable. Je suis très à l'aise pour manipuler votre épée. En résumé, votre Xyphos peut couper. Merci. Ben, à vous. Prêt? C'est parti, on va s'amuser. Ben, parlons un peu de votre Xyphos. Votre manche est agréable au toucher, mais il est un peu petit pour ma main. Je préférerais un manche plus consistant pour me sentir plus à l'aise, afin de manipuler l'épée correctement. Cependant, les parties légèrement irrégulières de la lame n'ont posé aucun problème. L'épée a peur. En résumé, votre arme peut couper. Merci. Dès votre entrée dans le Colisée, on a vu que vous étiez tous les deux déterminés. Mais dans cette compétition, seul l'un d'entre vous peut être nommé gladiateur de la forge et remporter 5 000 $. Jesse, si vous gagnez de nouveau, vous en serez à 2 victoires, 10 000 $ et deviendrez peut-être le forgeron ayant remporté le plus d'argent dans cette émission. Ben, prenez le champion en titre, vous remporterez 5 000 $, ainsi que le titre de gladiateur de la forge et l'opportunité de poursuivre la compétition. Le vainqueur de ce duel est... Jesse, c'est encore vous. Félicitations. Ben, vous ne manquez pas de talent, mais votre arme n'a pas été à la hauteur. Et David Baker va vous expliquer pourquoi. Ben, vous êtes un gladiateur redoutable et vous avez mis beaucoup de soin dans le design de votre arme. Mais les émoutures de votre lame ont signé votre élimination de cette compétition. Je comprends. Merci d'avoir participé à ce duel et de vous être si bien défendu. Mais je vais devoir vous demander de quitter la forge. Merci à vous pour cette opportunité. Jesse, félicitations pour ton épée. Je suis tout à fait d'accord avec la décision des juges. Jesse a fabriqué une épée magnifique. Je suis heureux d'avoir participé à ce duel, mais franchement, Jesse méritait largement cette victoire. Jesse, tu es un forgeron. Je te souhaite de remporter cette compétition. Jesse, vous avez remporté 2 fois le titre de gladiateur de la forge et 10 000 $. Félicitations. J'ai gagné 2 duels d'affilée. Je suis ravi. J'ai 10 000 $ en poche et je peux gagner encore plus d'argent. Je crois que je devrais envoyer un email à mes profs pour leur dire que je vais louper un peu les cours. Qui l'aurait cru? Je suis là pour gagner. Je suis déterminé à remporter tous les duels. Chat, et la forge s'anima dans une symphonie métallique. Les forgerons se mirent à l'œuvre avec une grâce presque chorégraphiée.
Cody commença par une étape cruciale. Il nettoya méticuleusement l'intérieur de ses récipients avec de l'acétone. C'était une précaution sage, car la moindre impureté pouvait compromettre la soudure de l'acier. Paul, quant à lui, aborda la tâche avec une logique d'ingénieur. Il plaça tous les plus gros fragments d'acier dans une cartouche et les plus petits dans l'autre, espérant ainsi obtenir une texture homogène et fascinante. Il veilla à bien refermer les boîtes, tout en laissant un infime espace pour permettre à l'air de s'échapper, évitant ainsi une surpression dangereuse. Gary, emporté par son enthousiasme de jeunesse, choisit de faire confiance à son instinct. Il ne prit pas le temps de nettoyer son métal. Un choix audacieux qui témoignait de sa confiance en son feu. Il espérait que la chaleur purificatrice ferait son œuvre. Dans la forge, la chaleur grimpait. Les cartouches furent plongées dans les flammes incandescentes. L'attente commença, une attente active où chaque artisan scrutait la couleur du métal. Paul cherchait cette teinte parfaite, celle du beurre fondu, indiquant que l'acier était prêt à fusionner. Lorsqu'il jugea le moment opportun, il sortit sa première cartouche et la plaça sous la presse hydraulique. Avec une douceur infinie, il appliqua une pression mesurée sur les 4 côtés, unifiant les fragments en un seul bloc solide. Le métal répondait magnifiquement. Cody, lui aussi, atteignit la température idéale. Il savait qu'il fallait laisser la chaleur pénétrer jusqu'au cœur de la matière. Une soudure précipitée risquait de provoquer des déchirures. Avec une délicatesse remarquable, il pressa son bloc. Et un sourire de soulagement illumina son visage lorsqu'il constata que la fusion était parfaite. Gary, en revanche, se dirigea vers le grand marteau-pilon. Son approche était plus directe, plus percutante. Mais l'acier est un partenaire exigeant. Sous les coups puissants, une fine ligne apparut au centre de son bloc. Une fissure. La soudure n'avait pas totalement pris. Au lieu de se laisser abattre, Gary fit preuve d'une résilience admirable. Il tenta de combler les vides, refusant de s'avouer vaincu, puisant dans ses réserves de courage pour continuer à façonner sa lame malgré cet obstacle. Le temps filait à une vitesse folle. Les blocs d'acier s'allongeaient, se transformant peu à peu en lames élégantes. Paul travaillait avec une fluidité impressionnante, utilisant les machines avec la dextérité d'un maître. Il étirait le métal, affinait les pointes, veillant à ce que ces 2 créations soient de véritables jumelles. Cody, tout aussi concentré, préparait ses lames pour l'étape la plus délicate, la trempe. C'est le moment de vérité, où l'acier chaud est plongé dans l'huile pour le durcir. Un choc thermique qui peut révéler la beauté de la lame ou causer sa perte. Cody trempa sa première lame. Elle en ressortit droite, solide, parfaite. Tim, de son côté, fit preuve d'une grande ingéniosité. Il serra ses 2 lames l'une contre l'autre pour les meuler simultanément, s'assurant ainsi que leur profil soit strictement identique. Sa trempe fut également un succès retentissant. Gary, malgré les imperfections de son acier, réussit l'exploit de tremper ses lames sans qu'elles ne se brisent. Il savait que son travail n'était pas parfait, mais il ressentait une immense fierté d'avoir mené son projet à terme, d'avoir affronté l'adversité avec le sourire. Le premier tour s'acheva sous les applaudissements chaleureux des juges. Les œuvres furent présentées avec humilité. Les lames de Tim étaient robustes, bien que légèrement irrégulières. Celles de Paul étaient solides et bien proportionnées. Et celles de Cody frôlaient la perfection par leur symétrie et leur grâce. Malheureusement, les défauts structurels dans l'acier de Gary, causés par les fissures initiales, ne lui permettaient pas de poursuivre. Il quitta la forge sans amertume, enrichi par cette expérience extraordinaire et heureux d'avoir partagé sa passion avec ses pairs. Le deuxième tour débuta avec une nouvelle exigence, en seulement 2 heures. Les 3 forgerons restants devaient doter leurs lames de garde et de manches confortables et fonctionnelles. C'était une véritable course contre la montre, demandant une précision d'orfèvre. Cody choisit de travailler avec de l'acier inoxydable et du laiton. Des matériaux nobles mais exigeants. Il dut s'y reprendre à 2 fois pour percer ses gardes, mais il garda son calme.
ajustant ses pièces avec une patience infinie. Paul, fidèle à son esprit pratique, opta pour des gardes plates qu'il souda directement sur la soie de ses couteaux. C'était un choix fonctionnel, assurant une solidité à toute épreuve. Tim luttait avec le temps. Ses manches, confectionnées dans l'urgence, se révélaient massifs, formant de petits blocs de matière difficiles à affiner. Cody, de son côté, fit face à une difficulté inattendue lorsqu'un rivet se coinça de travers dans son manche. Plutôt que de paniquer, il prit une grande inspiration, coupa le rivet récalcitrant et perça un nouveau trou. Dans la précipitation, il s'entailla légèrement le doigt sur la bande de ponçage. Mais après un soin rapide, il retourna au travail avec une détermination redoublée. Les dernières minutes furent une frénésie créative, chaque artisan donnant le meilleur de lui-même pour peaufiner ses créations. À l'issue de ces 2 heures intenses, les armes furent soumises à des tests rigoureux. Non pas pour les détruire, mais pour éprouver leur qualité artisanale. Les lames furent frappées contre des plaques de métal et des sacs robustes pour vérifier la solidité, des arêtes et la netteté du tranchant. Les créations de Paul et de Cody passèrent ces épreuves avec brio, démontrant une résilience et une efficacité remarquables. Les manches volumineux de Tim, bien que solidement attachées, s'avérèrent trop inconfortables lors des tests dynamiques. C'est avec beaucoup de respect et de bienveillance que les juges lui annoncèrent la fin de son parcours. Tim sourit, philosophant sur la nature éphémère de la victoire face à la pérennité de l'apprentissage. Il affirma qu'il resterait forgeron jusqu'à son dernier souffle, emportant avec lui le respect de tous. Pour la finale, Paul et Cody retournèrent dans leurs forges respectives pour une durée de 4 jours. Leur mission était monumentale, recréer la légendaire 5 DEA, une épée noble de la Renaissance italienne. Cette arme majestueuse, dont le nom signifie 5 doigts en référence à la largeur de sa lame à la garde, exigeait la création de 12 longues gouttières, 6 de chaque côté, destinées à alléger l'épée sans compromettre sa force. Paul, toujours audacieux, voulut initialement utiliser de l'acier de Damas. Mais une fissure précoce l'orienta vers un acier au carbone fiable et robuste. Il mit tout son savoir-faire d'ingénieur pour créer une lame droite, rigide, et surmonta le défi des gouttières avec une précision géométrique. Cody, fort de son expérience, réussit l'exploit de forger une lame en Damas composée de 155 couches d'acier. Magnifiquement soudées. Il surmonta les défis de la trempe dans un four exigu en faisant preuve d'ingéniosité, isolant la chaleur avec de la fibre de verre. Le jour des tests finaux, les 2 chefs d'œuvre illuminèrent la forge. Les épées furent testées sur des cibles complexes pour évaluer leur maniabilité, leur tranchant et leur solidité. La 5 DEA de Paul était une arme redoutable, d'une netteté effrayante. Mais son poids légèrement excessif la rendait complexe à manier avec fluidité. Celle de Cody, grâce à son acier composite et à son équilibre parfait, fendit l'air et la matière avec une grâce poétique, ne subissant aucun dommage. Dans une atmosphère de célébration, Cody fut couronné vainqueur et reçut le prix de $10 000. Paul l'enlaça chaleureusement, honoré d'avoir pu forger à ses côtés et incroyablement fier de l'épée magnifique qu'il avait lui-même réalisée. Ce n'était pas la fin d'une rivalité, mais l'apothéose d'une passion commune. Le cycle de la création ne s'arrête jamais. Bientôt, la forge ouvrit ses portes à 4 nouveaux rêveurs pour un défi inédit. Bill Pierce, un homme dévoué dont l'épouse soutenait tendrement les innombrables heures passées à l'atelier, apportait avec lui un couteau en Damas de 160 couches. Rhys, un jeune prodige de 18 ans, autodidacte passionné ayant tout appris par lui-même, présentait une machette robuste forgée à partir d'un ressort de suspension. Thomas Franklin, un cuisinier de 34 ans converti à la forge par amour pour les beaux outils, dévoilait un couteau élégant aux finitions en maillechort. Enfin, Carrie O'Connor, un professeur d'arts martiaux de 45 ans, alliait la discipline de son forgeage optimal de l'acier de Damas en conteneur. La température devait atteindre un jaune éclatant, semblable à la couleur du beurre fondu,
tout en maintenant cette chaleur à cœur pendant une durée suffisante pour permettre la diffusion des atomes de carbone. Une fois la température idéale atteinte, les candidats se dirigèrent tour à tour vers la presse hydraulique. Cette étape demandait une grande délicatesse. Une pression trop violente lors du premier passage risquait de faire éclater le conteneur ou d'engendrer des défauts d'alignement, tandis qu'une pression trop faible ne permettait pas de souder correctement les différentes particules d'acier. Cody réalisa sa première compression avec précaution, observant avec satisfaction le métal se compacter progressivement sans rupture. Paul enchaîna avec la même rigueur méthodique, contrôlant la déformation du matériau à chaque passage sous la presse. Pour Gary, l'opération s'avéra plus délicate. Ayant choisi d'utiliser directement le marteau pilon mécanique pour accélérer le processus, il constata que les déformations appliquées au métal provoquaient des irrégularités sur les flancs de sa pièce. Inquiet quant à la présence éventuelle de vide ou de défauts de soudure à l'intérieur du conteneur, il décida d'ouvrir la boîte prématurément pour inspecter le bloc d'acier. Malgré la présence de quelques lignes suspectes à la surface, il entreprit de prolonger l'étirement du métal pour donner forme à ses deux lames. Alors que l'horloge affichait encore 2 heures de travail, l'effort physique se faisait sentir. Les participants alternaient entre le marteau-pilon, la presse et l'enclume traditionnelle pour étirer les barreaux d'acier, former les pointes et définir le profil général des pièces. Paul opta pour une forme de pointe tombante, idéal pour garantir à la fois la polyvalence et la résistance mécanique des futurs couteaux. Cependant, au cours de l'étirement, Gary aperçut une fissure le long de l'un de ses barreaux d'acier, signe qu'une portion de la soudure initiale n'avait pas parfaitement adhéré. Conscient qu'un tel défaut de délaminage pouvait être éliminatoire, le jeune homme tenta de combler la cavité en rechargeant la zone avec précaution pour tenter de sauver sa création avant l'étape cruciale de la trempe. Chapitre 3. La trempe et le jugement. Le temps s'écoulait inexorablement. Il ne restait bientôt plus que 60 minutes avant la fin de la première manche. L'atmosphère dans la forge était chargée de tension et de concentration. Chaque geste devait être précis, car la moindre erreur lors du traitement thermique pouvait provoquer le voilement ou la rupture de la lame. Pour s'assurer que leurs deux créations soient identiques, les artisans utilisaient différentes astuces de mesure. Paul et Cody traçaient les contours de leurs lames avec minutie, comparant régulièrement les longueurs, les épaisseurs et la courbure des pointes. Vint alors le moment le plus redouté de la fabrication, la trempe. Cette opération consiste à chauffer l'acier à une température critique avant de l'immerger rapidement dans un bac d'huile adapté. Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline du métal, lui conférant la dureté nécessaire pour maintenir un tranchant durable. Cody plongea sa première lame dans le liquide de trempe. Un sifflement caractéristique s'éleva, accompagné d'un nuage de vapeur. En retirant la pièce, il constata un très léger voilement, mais demeura confiant quant à sa capacité à le corriger lors de la phase de émouture. Il répéta l'opération pour la seconde lame avec le même succès. Tim, un autre participant chevronné présent dans la forge, enchaîna l'épreuve de la trempe pour ces deux pièces. Grâce à un contrôle rigoureux de sa chauffe, ces deux lames émergèrent de l'huile parfaitement droite et exempte de fissures, provoquant un soulagement visible chez l'artisan. Paul effectua à son tour la trempe de ces deux créations de manière calme et réfléchie. Fort de sa sérénité habituelle et de son expérience de la gestion du stress, il obtint 2 pièces solides et prêtes pour la finition sur les bandes abrasives. De son côté, Gary procéda à la trempe de ses lames malgré les imperfections structurelles constatées plus tôt. À sa grande joie, aucun craquement fatal ne se fit entendre lors de l'immersion, bien que le profil de ces pièces présentât quelques différences. Il parvint à assembler 2 armes fonctionnelles dans les délais impartis. 5, 4, 3, 2, 1. Éteignez vos machines, posez vos outils, annonça le présentateur. Cette première manche est terminée. Bravo à tous. Les candidats déposèrent leurs outils sur leur planche de travail et soupirèrent d'aise. Le moment de l'évaluation par le jury était arrivé. Les 3 juges s'avancèrent pour examiner le travail réalisé.
Tim fut le premier à présenter ses deux lames. L'un des juges prit les pièces en main, vérifiant leur alignement et leur symétrie. Tim, c'est du beau travail. Les émoutures présentent quelques petites irrégularités ici et là, mais rien de grave. Vous avez suffisamment d'épaisseur pour corriger cela par la suite. Dans l'ensemble, c'est un bon résultat. Merci. Paul s'avança ensuite devant la table d'évaluation. Paul, vos lames sont très similaires l'une par rapport à l'autre, remarqua le juge expert. L'idée d'avoir réparti les matériaux de manière homogène a porté ses fruits. L'acier est solide et les émoutures sont propres. Si vous passez au tour suivant, il faudra simplement affiner un peu les finitions. Mais c'est du très bon travail. Cody présenta à son tour son ensemble. Cody, vous avez obtenu une belle longueur d'acier, souligna le jury. Vos lames sont droites et bien régulières. Malgré quelques légers défauts superficiels, l'ensemble est agréable à observer. Bon travail. Enfin, Gary présenta ses deux couteaux. Le juge examina les pièces avec attention, pointant du doigt certaines zones critiques. Gary, la coupe et le façonnage général ont été réalisés avec dynamisme. Cependant, on observe encore des traces de délaminage sur le flanc et au dos de la lame. Ce qui indique que la soudure initiale du conteneur n'a pas totalement pris à cœur. De plus, les profils des deux couteaux présentent des variations de longueur et de forme assez perceptibles. Les candidats attendirent en silence pendant que les juges se libéraient pour délibérer. Après quelques minutes, l'autre reprit la parole. « Messieurs, vous avez tous fourni un travail considérable. Mais seuls 3 d'entre vous peuvent accéder à la deuxième manche. La personne qui quitte la forge aujourd'hui est Gary. » L'un des juges prit la parole pour expliquer la décision. « Gary, vous pouvez. » Sous les projecteurs éclatants et dans la chaleur vibrante de la forge. L'air était chargé d'une électricité particulière, celle de la passion et de la création. 4 artisans, unis par un amour inconditionnel du métal et du feu, se tenaient prêts à transformer l'acier brut en œuvre d'art. L'atmosphère n'était pas à la rivalité acharnée, mais plutôt à une fraternité chaleureuse. Celle de créateurs partageant un même rêve. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans, contemplait son enclume avec un sourire serein. Ayant passé une grande partie de sa carrière à travailler pour des projets aérospatiaux complexes, il trouvait dans la forge un équilibre parfait entre la science et l'artisanat. Pour lui, la métallurgie n'était pas un mystère, mais une poésie régie par la thermodynamique. Il comprenait intimement les phénomènes physiques. La façon dont la chaleur transformait la structure même de l'acier. Et cette connaissance lui donnait une assurance tranquille. À quelques pas de lui se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans. Forgeron amateur depuis 2 ans. Cody portait en lui la gratitude envers son mentor, Tyler. Un ancien champion qui lui avait transmis les secrets de ce métier ancestral. La forge lui avait appris la patience, la rigueur et le respect de la matière. Gary Riemann, du haut de ses 23 ans, apportait une énergie pétillante à l'atelier. Forgeron depuis 5 ans, il voyait cet espace comme un sanctuaire de camaraderie. Pour lui, tous les passionnés de l'âme étaient de grands passionnés. Des esprits curieux et créatifs qui aimaient façonner le monde de leurs propres mains. Enfin, Tim, le 4e artisan, affichait une détermination tranquille. Prêt à relever le défi avec une concentration absolue. Le silence se fit lorsque les juges prirent la parole, annonçant les règles de cette célébration de l'artisanat. Le défi était de taille, mais il était accueilli avec des sourires enthousiastes. Chaque forgeron devait retirer le drap recouvrant son poste de travail. En dessous se trouvaient de petits récipients en métal et des fragments d'acier issus d'un sac de frappé. L'objectif était grandiose, forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas. En utilisant la technique exigeante de la cartouche, le tout en seulement 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. Ce n'était pas une simple compétition, c'était une invitation à repousser ses propres limites. À danser avec le temps et la chaleur. Le chronomètre s'enclenche, véritable symphonie d'efforts concentrés. La création d'un manche sécurisé était la clé de voûte de leur travail.
Lors de l'évaluation finale, la dague et le couteau de Bill firent preuve d'une solidité et d'une précision admirables, se glissant avec grâce à travers les cibles d'essai, démontrant un tranchant parfait et une ergonomie sécurisante. Thomas, bien qu'ayant forgé une lame spectaculaire, rencontra une difficulté avec son manche en bois qui présenta de petits éclats, compromettant le confort et la sécurité lors de la prise en main. Par principe de précaution et avec un immense respect pour le travail fourni, les juges décidèrent de ne pas soumettre son œuvre au test dynamique. Thomas accepta cette leçon constructive avec un grand sourire, immensément fier du chemin parcouru et du dépassement de soi dont il avait fait preuve. L'atelier retentit alors d'applaudissements chaleureux. Bill Peace, le père de famille dévoué dont les gants portaient l'amour des siens, fut déclaré vainqueur. En recevant son chèque de 10 000 $, une émotion pure et lumineuse envahit son visage. C'était l'aboutissement d'un rêve. La récompense de centaines d'heures de pratique et de passion partagées avec ses proches. Cette aventure humaine et éducative s'achevait sur une note d'inspiration vibrante, rappelant à tous que la patience, l'amour de l'artisanat, la résilience et le soutien de ceux que l'on aime sont les véritables outils qui permettent de forger les plus belles victoires de la vie. Vous demande de m'excuser. Mais il existe des limites techniques strictes quant à la longueur maximale des textes que je peux générer en une seule fois. Rédiger un roman complet de 40 000 mots dans une seule réponse est matériellement impossible, car la capacité de sortie du système est limitée à quelques milliers de mots par message. Néanmoins, en tant que romancier, je peux commencer la rédaction de cette œuvre littéraire en français, en suivant fidèlement votre trame, vos directives de style et l'ensemble de vos contraintes. Voici le premier chapitre de ce roman, qui pose les bases de cette compétition passionnante. Chapitre 1er, l'appel de la forge. Dans l'atmosphère feutrée et matinale d'un atelier d'ingénierie, les schémas complexes et les équations de dynamique des fluides tapissaient les murs. Paul Raspe, homme de 42 ans au regard posé et attentif, contemplait les plans étalés sur son bureau. Pendant de longues années, son quotidien avait été rythmé par les exigences scientifiques et la rigueur absolue de la recherche spatiale pour le compte de l'Agence nationale américaine. Pourtant, derrière la logique pure des mathématiques et de la physique, une passion bien différente animait ces moments de liberté, l'art millénaire de la forge amateur. Pour Paul, le travail du métal représentait la concrétisation parfaite des lois de la thermodynamique. Comprendre le traitement thermique d'un alliage, observer la transformation de la matière sous l'effet d'une chaleur intense et maîtriser la cristallisation de l'acier n'était pas seulement un loisir, mais une véritable continuité de son esprit scientifique. À quelques centaines de kilomètres de là, dans un cadre plus modeste mais animé par le même enthousiasme, Cody Adelson observait le rougir d'un foyer. À 29 ans, ce jeune passionné pratiquait la forge en amateur depuis seulement 2 années. Son parcours avait pris un tournant décisif lorsqu'il avait contacté Tyler Akbar, le célèbre vainqueur d'un grand tournoi national. Sous la guidance patiente de ce maître chevronné, Cody avait appris à lire les nuances de la flamme, à écouter le chant de l'enclume et à apprivoiser la résistance des métaux. Chaque coup de marteau lui rappelait l'importance de l'humilité et de la patience. 2 vertus essentielles que la forge lui enseignait jour après jour. Dans un troisième atelier, l'ambiance était nettement plus effervescente. Gary Riemann, 23 ans, s'activait au milieu d'un joyeux désordre. Pratiquant la forge depuis 5 ans, le jeune homme partageait cette passion avec un groupe d'amis tout aussi enthousiastes. Lorsque ces passionnés se retrouvaient autour du foyer, l'atelier se transformait en un véritable bazar haut en couleurs, résonnant de rires, d'échanges techniques passionnés et de discussions interminables sur l'univers de la pop culture. Pour Gary et ses camarades, la forge était une aventure collective. Un domaine où la curiosité intellectuelle et le goût des défis se croisaient à chaque instant. Ce jour-là, ces artisans venus d'horizons divers se retrouvaient réunis dans un vaste studio transformé en forge monumentale. L'air y était empreint d'une odeur caractéristique de charbon, d'huile et d'acier chauffé. Face à eux se tenaient les juges experts, garants de la tradition et de l'excellence technique.
L'hôte de la compétition s'avança, s'adressant aux 4 candidats réunis devant leurs enclumes respectives. « Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans la forge. Vous avez tous les 4 choisi de participer à la plus grande compétition de forge. Cette épreuve se déroulera en 3 manches successives. À l'issue de chaque étape, l'un d'entre vous sera éliminé. Toutes les décisions seront prises par le jury présent derrière moi. Ce sont eux qui évalueront la qualité de vos créations et détermineront qui mérite d'être sacré meilleur forgeron. Pour repartir avec un chèque de 10 000 $. Je sais que vous êtes prêts à relever ce défi, alors que l'aventure commence. » Les 4 candidats fixèrent leurs enclumes, sur lesquels reposaient de larges draps sombres dissimulant les matériaux de départ. « Forgeron, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu, » poursuivit le présentateur. « Avancez et retirez-le. » D'un geste synchronisé, les participants dévoilèrent leur équipement. Sur chaque enclume se trouvaient 2 petits récipients métalliques ainsi que 2 bocaux remplis de particules et d'éléments d'acier. Chacun d'entre vous dispose de 2 petites boîtes métalliques et de 2 récipients d'acier. Expliqua l'hôte. Votre mission aujourd'hui consistera à fabriquer non pas un seul, mais 2 couteaux parfaitement identiques. La surprise se lisait sur les visages. Concevoir 2 pièces rigoureusement pareilles en un temps limité représentait une difficulté technique considérable. Fabriquer 2 couteaux en 3 heures en utilisant la technique de l'acier de Damas en boîte est une épreuve particulièrement stressante, murmura l'un des candidats en observant ces matériaux. Le présentateur détailla les consignes précises de cette première manche. Vous allez devoir forger 2 couteaux en acier de Damas selon votre style personnel, en respectant scrupuleusement les critères suivants. Vos lames devront mesurer entre 18 et 23 cm de longueur. Ceux qui réussiront à se qualifier pour la 2e manche devront ensuite ajouter une garde et une poignée à ces lames afin d'en faire des armes pleinement fonctionnelles. Les juges évalueront ensuite leur solidité et leur durabilité sur une plaque de métal, ainsi que leur tranchant sur un sac de frappe. Forgeron, vous disposez de 3 heures devant vous. Bon courage à tous. Le compte à rebours commence dès maintenant. Chapitre 2. Le feu et la matière. Le signal sonore retentit, libérant une énergie soudaine dans toute la forge. Le bruit des souffleries, le cliquettement des outils et le crépitement des premiers foyers remplirent l'espace. La perspective de réaliser 2 lames identiques de 20 cm à partir d'acier en boîte exigeait une organisation sans faille et une gestion méthodique du temps. Paul Raspe adopta immédiatement une démarche structurée, propre à sa formation d'ingénieur. Analysant la quantité de matière disponible, il constata rapidement que le volume d'acier fourni était amplement suffisant pour atteindre les dimensions requises. Son objectif était de répartir équitablement les éléments dans les 2 réceptacles afin d'obtenir des motifs de Damas aussi similaires que possible. Il veilla à fermer soigneusement ses boîtes tout en conservant un léger passage d'air pour éviter toute surpression au moment de la chauffe, ce qui aurait pu provoquer une rupture des soudures. Il introduisit simultanément les 2 conteneurs dans le foyer afin de garantir une montée en Temperature Harmonious. De son côté, Cody Adelson prit le temps de nettoyer méticuleusement l'intérieur de ses boîtes métalliques à l'aide d'un solvant adapté. Cette étape préliminaire, bien que prenant quelques minutes précieuses, visait à éliminer toutes les impuretés et traces de graisse susceptibles de nuire à la qualité de la soudure de l'acier. Cody répartit ensuite les billes et les morceaux de métal de manière homogène entre les 2 boîtes, confiant dans le fait qu'une préparation minutieuse constituerait le meilleur garant de la réussite. Gary Riemann, quant à lui, choisit de travailler à un rythme très soutenu. Pris par le dynamisme de la compétition, il passa directement à l'assemblage et au remplissage de ses conteneurs sans réaliser un nettoyage approfondi des pièces métalliques. Sûr de son instinct et fort de son expérience entre amis, il scella ses boîtes et les introduisit rapidement dans la forge incandescente. Dans l'espace de travail, la chaleur devenait intense. Les yeux rivés sur les ouvertures des foyers, les forgerons surveillaient attentivement la couleur du métal. Pour obtenir une soudure par partir de matériaux inhabituels issus de sacs de frappe, la magie commença. Les flammes des forges s'élevèrent,
dansant joyeusement dans l'atelier. Paul, avec son esprit d'ingénieur, analysa immédiatement la situation. La création de l'acier de Damas en boîte était un processus complexe qui demandait une grande délicatesse. Cody prit soin de nettoyer l'intérieur de ses récipients avec de l'acétone. Une étape éducative et cruciale pour éviter toute impureté qui empêcherait les métaux de fusionner. Gary, emporté par son énergie juvénile, décida de plonger directement dans l'action, faisant confiance à son instinct naturel. Chaque forgeron cherchait la couleur parfaite dans les flammes. Cette nuance dorée rappelant le beurre fondu, indiquant que le métal était prêt à s'unir. Paul, méthodique, parvint à souder ses pièces avec une aisance remarquable. La presse hydraulique écrasait le métal chaud dans un soupir puissant, révélant peu à peu les couches magnifiques de l'acier forgé. Cependant, la forge enseigne toujours l'humilité. Gary, en ouvrant son acier, découvrit de petites séparations entre les couches. Un phénomène naturel mais capricieux appelé délamination. Malgré sa déception initiale, il garda le sourire, cherchant des solutions avec un optimisme admirable. Le temps filait à toute allure. Tim, ingénieuse, décida d'attacher ces deux lames ensemble lors du meulage pour s'assurer qu'elles aient exactement le même profil. Une technique brillante saluée par ses pairs. Puis vint l'instant crucial de la trempe. Ce moment magique où le métal brûlant est plongé dans l'huile pour durcir. C'est une véritable leçon de physique où le choc thermique fixe la structure moléculaire de l'acier. Paul sourit en sortant ses lames de l'huile, elles étaient parfaitement droites. À la fin de ces 3 heures intenses, les artisans posèrent leurs outils, fiers de leur création. Les juges, des experts bienveillants, examinèrent le fruit de leur travail. Ils louèrent la technique de Paul, l'ingéniosité de Tim et la précision de Cody. Malheureusement, les petites séparations dans l'acier de Gary affectaient la structure de ses œuvres. Avec beaucoup de douceur et de respect, les juges lui annoncèrent qu'il ne passerait pas à l'étape suivante. Loin d'être abattu, Gary remercia chaleureusement tout le monde, affirmant qu'il était venu pour partager sa passion et rencontrer de nouvelles personnes formidables. Son esprit sportif illumina l'atelier. La deuxième étape du voyage créatif exigeait des 3 forgerons restants de doter leurs lames de garde et de manches confortables en seulement 2 heures. Cody se lança dans la fabrication de manches robustes, mais rencontra un léger obstacle en fixant un rivet. Lors d'un moment de précipitation, il s'érafla légèrement le doigt. Immédiatement, une équipe médicale attentionnée lui posa un simple pansement, lui permettant de reprendre son travail avec une concentration renouvelée. La sécurité et le soin étaient toujours une priorité absolue dans cet atelier. Tim et Paul travaillèrent d'arrache-pied, sculptant le bois, ajustant le laiton, transformant leurs lames en véritables outils d'artisanat. Lors des tests de résistance et de précision, les manches de Tim s'avérèrent légèrement trop volumineux, rendant l'utilisation moins confortable. Avec une grande sagesse, il accepta la décision des juges de le retirer de l'aventure, déclarant magnifiquement que la victoire est éphémère mais que l'apprentissage est éternel. Il promit de continuer à forger avec passion pour le reste de sa vie. Paul et Cody, désormais finalistes, retournèrent dans leurs foyers respectifs pour relever le défi ultime. Recréer une épée historique de la Renaissance italienne. Une arme majestueuse dont la longueur devait se situer entre 66 et 71 cm. Cette œuvre d'art nécessitait de sculpter 12 fines rainures pour l'alléger. Un véritable tour de force technique. Chez lui, dans l'Illinois, Paul décida d'utiliser un acier à haute teneur en carbone robuste. Le 80 CRV2. Façonnant avec amour un manche complexe intégrant des matériaux de ses épreuves précédentes. Cody, de son côté, opta pour un somptueux acier de Damas composé de 155 couches d'acier 15N20 et 1084, mariant la beauté esthétique à la résilience mécanique. Durant 4 jours, ils mirent tout leur cœur dans leurs ateliers personnels, surmontant les défis thermiques et mécaniques avec une détermination admirable. De retour sous les projecteurs, les 2 hommes présentèrent des œuvres éblouissantes.
Les juges évaluèrent la précision des tranchants et la solidité des structures sur des cibles synthétiques et des pots en terre cuite, afin d'étudier la physique des impacts sans aucune once de violence réelle. Les deux épées réalisèrent des prouesses extraordinaires, témoignant du talent immense de leur créateur. Finalement, l'œuvre de Cody se distingua par son équilibre parfait et sa légèreté, lui valant le titre tant convoité et la récompense de $10 000. Paul le félicita avec une joie sincère, fier de sa propre création et heureux du triomphe de son camarade. L'amitié et le respect mutuel triomphèrent une fois de plus. L'atelier ne resta pas silencieux bien longtemps. Une nouvelle aube se leva sur la forge, annonçant un tournoi inédit. Une célébration de la précision et de l'ingéniosité. 4 nouveaux artisans, au cœur rempli d'espoir, firent leur entrée. Il y avait Bill Peace, un homme dévoué originaire de l'Ohio. Soutenu inconditionnellement par son épouse bien-aimée qui encourageait sa passion depuis 4 ans. Il apportait une lame en acier de Damas de 160 couches, ornée de magnifiques mitres en laitón. À ses côtés, le jeune Rhys, 18 ans seulement. Autodidacte passionné qui avait appris cet art complexe en regardant des vidéos éducatives. Il souriait de toutes ses dents, saluant sa maman avec une tendresse touchante. Thomas Franklin, 34 ans, grand amateur de gastronomie, voyait la forge comme une extension de l'art culinaire. Ayant forgé son premier couteau de cuisine sur les conseils de sa femme avec un acier au carbone 1070. Enfin, Carrie O'Connor, professeur d'arts martiaux de 45 ans, abordait l'enclume avec la philosophie calme et centrée de sa discipline, présentant une lame élégante en acier 52 cents. Cette nouvelle rencontre fraternelle débuta par un test d'introduction où chaque forgeron présenta son œuvre personnelle face à un bloc de glace. Une épreuve visuellement fascinante qui démontrait la résilience du métal face aux températures extrêmes et aux chocs purs. Les créations de Bill, Thomas et Carrie glissèrent à travers la glace avec une aisance remarquable. La lame du jeune Rhys résista brillamment. Mais son manche s'avéra un peu trop petit pour assurer une ergonomie parfaite. Les juges, avec leur douceur habituelle, lui prodiguèrent de précieux conseils pour l'avenir. Rhys quitta l'atelier le cœur léger, immensément reconnaissant pour cette opportunité d'apprentissage. Impatient de retourner forger de plus grands manches. Les 3 artisans restant durent ensuite concevoir une petite dague de poussée en seulement 2 heures. Utilisant des aciers 1095 et 15N20. La gestion du temps devint la leçon principale de ce défi. Bill, par un excès d'enthousiasme, voulut utiliser une trop grande quantité d'acier, se retrouvant vite submergé par la masse de métal à modeler. Alors que le doute commençait à s'installer dans son esprit, il baissa les yeux vers ses gants de protection. Là, tracés avec amour, figuraient les prénoms de son épouse et de ses enfants. Cette simple vision suffit à raviver la flamme de son courage. Porté par l'amour de sa famille, il redoubla d'efforts, façonnant l'acier avec une énergie renouvelée. Thomas et Carrie travaillèrent également avec une concentration exemplaire. À la fin de cette épreuve express, les juges durent faire un choix délicat. La création de Carrie possédait un manche légèrement disproportionné par rapport à la lame. C'est avec une grande bienveillance qu'ils remercièrent le professeur d'arts martiaux. Carrie exprima sa joie profonde d'avoir pu réaliser le rêve de sa vie en participant à cette célébration de l'artisanat. Le grand final opposa Bill et Thomas. Ils disposaient de 6 heures pour parfaire leur dague et forger un couteau majestueux de 43 à 48 cm. En utilisant une technique sophistiquée appelée 100 mai, impliquant l'insertion d'un noyau dur en acier 80 CRV2 au cœur d'une enveloppe en acier de Damas. C'était un véritable ballet métallurgique. Le travail était colossal. Les forgerons durent orchestrer une danse millimétrée entre le feu, l'enclume et la meuleuse, jonglant avec les étapes de fabrication de 2 œuvres distinctes. Bill, serein et guidé par sa motivation intérieure, parvint à souder ces métaux avec une clarté d'esprit impressionnante. Thomas, malgré une fatigue compréhensible, mit tout son cœur dans chaque coup de marteau, sculptant son acier avec une volonté inébranlable. Les dernières minutes furent une véritable là. « Coucou maman !»
dit-il joyeusement en montrant sa machette forgée à partir d'un ressort de suspension. Symbole de sa débrouillardise. Thomas Franklin, 34 ans, grand amateur de cuisine, avait trouvé dans la forge le prolongement de son amour pour la gastronomie. C'est sa femme qui l'avait doucement poussé à fabriquer son premier couteau de chef. Il présentait aujourd'hui une lame élégante en acier au carbone, rehaussée de rivets en maille-shore. Enfin, Cary O'Connor, 45 ans, professeur d'arts martiaux, apportait une sérénité haine à l'atelier. Il avait forgé un majestueux poignard géorgien, mariant l'acier robuste à un manche en bois de séquoia aux finitions brutes et naturelles. Les juges, admiratifs, expliquèrent que cette épreuve amicale débuterait par un test de coupe sur des blocs de glace purifiés. Le but n'était pas de détruire, mais d'éprouver la résilience de l'artisanat. Le couteau de Bill traversa la glace comme dans un rêve, confirmant la qualité de son acier d'amas. Thomas et Cary réussirent également ce test avec brio, leurs lames chantant au contact de la glace sans jamais fléchir. Malheureusement, le manche du couteau du jeune Rhys, bien que très bien façonné, s'avéra trop menu pour offrir une prise sécurisée lors d'un tel impact. « Rhys, la forme de ta lame est très propre, » expliqua le juge avec une grande douceur. « Mais l'ergonomie de ton manche est un peu juste pour ce niveau de performance. Tu es incroyablement talentueux pour ton âge. Continue sur cette voie lumineuse. » Rhys prit la nouvelle avec une maturité impressionnante. « Merci de m'avoir donné ma chance. Je vais travailler sur des manches plus volumineux dès mon retour. J'ai hâte de retourner à la forge, » dit-il, l'étincelle de la passion brillant plus que jamais dans ses yeux. Chapitre 6. Le défi de l'instant. Bill, Thomas et Cary firent face à leur nouveau défi, forger un poignard de poussée. Une arme de conception très particulière, en seulement 2 heures. Les lames devaient mesurer entre 10 et 12 cm. Présenter un double tranchant et être trempées avant la fin du temps imparti. Les artisans avaient à leur disposition des blocs d'acier au carbone pour réaliser leurs œuvres. 2 heures, c'était un souffle, un battement de cils dans le monde de la métallurgie. Mais l'ambiance n'était pas à la panique, elle était à la concentration extrême. À l'élévation de l'esprit. Cary décida de tenter une technique audacieuse, l'acier damas torsadé. C'était un choix poétique mais très exigeant en temps. Il voulait savoir de quoi il était capable et repousser ses propres limites. Bill, quant à lui, tenta d'incorporer la totalité de son bloc d'acier, se rendant compte un peu tard qu'il aurait dû en retirer une partie pour gagner du temps. Alors que la fatigue se faisait sentir, il regarda ses gants de protection. Sa femme et ses enfants y avaient écrit des mots d'encouragement. Puisant dans cet amour familial, il retrouva une énergie nouvelle et redoubla d'efforts. Thomas, calme et posé, avança méthodiquement, forgeant une lame pleine soit robuste et élégante. Lorsque les 2 heures s'écoulèrent, les 3 forgerons présentèrent leurs ébauches. Ils avaient tous accompli des miracles de rapidité. Le damas torsadé de Cary était magnifique. Mais les proportions de son manche demandaient encore un travail colossal. L'ébauche de Bill était très ergonomique, bien que les biseaux de la lame ne fussent pas encore dessinés. Thomas avait présenté une pièce équilibrée et prometteuse. Les juges délibérèrent longuement, louant les qualités de chaque artisan. Finalement, ils durent faire un choix difficile. Le poignard de Cary nécessitait trop de modifications structurelles pour s'inscrire dans le temps restant. C'était une expérience incroyable, déclara Cary, le cœur rempli de gratitude. Je voulais participer à cette émission depuis le tout premier jour. J'ai réalisé un rêve. Je n'ai aucun regret. Son attitude zen et positive laissa une empreinte durable dans l'atelier. Chapitre 7. L'apothéose de l'artisan. Pour la grande finale de ce rassemblement, Bill et Thomas eurent 6 heures pour achever leur poignard de poussée, simultanément. Forger une réplique d'un somptueux couteau de combat historique mesurant entre 43 et 48 cm. Doté d'une pointe en bec d'oiseau. La véritable difficulté résidait dans l'utilisation de plusieurs types d'acier au carbone pour créer une lame technique alliant un cœur rigide à des flancs souples et décorés. 6 heures pour 2 armes complexes. C'était un ballet frénétique.
Bill décida de forger 2 blocs d'acier simultanément, ne s'accordant aucune pause. Thomas, porté par sa sérénité habituelle, jonglait entre les tâches avec une précision de chef cuisinier. Les étincelles volaient, illuminant les visages concentrés des 2 hommes. Bill rencontra une difficulté inattendue lorsque, voulant fixer son pommeau, la chaleur provoqua une fissure. Loin de céder au désespoir, il fit preuve d'une formidable capacité d'adaptation. Il répara l'assemblage en laissant le métal refroidir naturellement cette fois, prouvant que la patience est la plus grande vertu du forgeron. Thomas, de son côté, mit tout son art dans le choix d'un bois précieux pour son manche, cherchant l'harmonie parfaite entre la nature et le métal. Le temps filait à une vitesse vertigineuse. Dans les dernières minutes, l'atelier ne résonnait plus que du chant aigu des meuleuses affinant les tranchants. « Terminé !» annonça la voix chaleureuse du présentateur. Les tests finaux furent une célébration de l'ingéniosité humaine. Les lames démontrèrent une capacité de coupe exceptionnelle, respectant la noblesse de la matière. Cependant, le manche en bois précieux de Thomas, forgé dans la précipitation des dernières secondes, n'avait pas pu être entièrement poli et sécurisé, risquant de blesser la main qui le tiendrait. Les juges, plaçant la sécurité et l'ergonomie au-dessus de tout, durent prendre une décision éclairée. « Thomas, ta lame est splendide, mais nous ne pouvons tester un manche inachevé. » expliquèrent les experts avec beaucoup de douceur. « Tu as prouvé que tu étais un artisan d'exception. »« Je suis tellement fier de ce que j'ai accompli, » répondit Thomas, le visage illuminé par la satisfaction du devoir accompli. Ce fut un voyage magnifique, rempli de leçons. Bill, ayant réussi à surmonter les obstacles techniques avec brio et ayant présenté 2 armes fonctionnelles et ergonomiques, fut déclaré vainqueur de cette édition spéciale, recevant les félicitations chaleureuses de tous les participants et un chèque de 10 000 $. C'est un rêve qui devient réalité, souffla Bill, ému, en pensant à sa famille qu'il avait soutenue à chaque coup de marteau. Le stress était immense. Mais la joie de la création l'emporte sur tout le reste. C'est une aventure humaine extraordinaire. Une véritable célébration de notre art, et je chérirai ces souvenirs pour le reste de ma vie. Sous les lumières éclatantes et chaleureuses du grand atelier, l'air était déjà chargé d'une électricité joyeuse et d'une chaleur réconfortante. C'était un véritable sanctuaire dédié à la création, un lieu où le fer, le feu et l'ingéniosité humaine se rencontraient pour donner naissance à l'art. 4 hommes, unis par une passion commune pour la forge, se tenaient devant leurs enclumes recouvertes d'un drap de velours noir. Ils allaient partager une aventure extraordinaire. Parmi eux se trouvait Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans. Ancien collaborateur d'une prestigieuse agence spatiale. Il abordait la forge avec la précision d'un scientifique et l'émerveillement d'un enfant. Dans son esprit, la métallurgie n'était pas qu'un métier manuel. C'était une symphonie de physique et de chimie. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme attachant de 29 ans. Forgeron amateur depuis 2 ans, qui avait appris les ficelles de cet art ancien grâce au conseil bienveillant d'un ancien vainqueur. Plus loin, Gary Riemann, 23 ans et 5 années d'expérience, rayonnait d'enthousiasme. Pour lui, la forge était un espace de camaraderie infini. Il aimait dire que lorsqu'il se retrouvait dans l'atelier avec ses amis, c'était une véritable fête de la créativité. Car tous les forgerons qu'il connaissait étaient de grands passionnés, de doux rêveurs fascinés par le façonnage du métal. Le 4e, Tim, partageait cette même lueur dans le regard, celle des artisans prêts à transformer la matière brute en chef-d'œuvre. L'hôte de cet événement merveilleux prit la parole, le sourire aux lèvres, annonçant que cette compétition célébrerait l'artisanat dans ce qu'il a de plus noble. Le défi était de taille mais stimulant. À l'issue de plusieurs épreuves constructives, un seul artisan remporterait un prix exceptionnel de 10 000 $. Mais tous repartiraient enrichis d'un immense savoir. Sous les draps des enclumes, les participants découvrirent leur première mission. Créer 2 lames identiques en acier de Damas en l'espace de 3 heures. La forge s'anima instantanément.
Fabriquer 2 couteaux en si peu de temps était un défi herculéen. Mais l'ambiance restait légère et concentrée. La technique du damas en boîte était une merveille d'ingéniosité. Elle consistait à remplir un tube d'acier de poudre et de fragments métalliques, puis à le souder à la chaleur pour créer un bloc solide au motif unique. Paul aborda le défi avec la méthode de l'ingénieur. Il décida de placer toutes les pièces solides dans un cylindre et toute la poudre dans l'autre, espérant ainsi obtenir une consistance homogène. Cody, de son côté, nettoya méticuleusement l'intérieur de ces cylindres avec un solvant. Il savait que la moindre impureté pouvait empêcher la soudure de prendre. C'était une précaution sage, digne d'un artisan consciencieux. Gary, porté par son enthousiasme de jeunesse, choisit de faire confiance à son instinct. Il remplit ses cylindres sans les nettoyer au préalable et se dirigea rapidement vers le feu. « Je suis confiant, ça va marcher », dit-il avec un grand sourire. Prêt à affronter les caprices du métal. Il fallait chauffer les boîtes à une température extrême, jusqu'à ce que l'acier prenne la couleur douce et dorée du beurre fondu. Tim, un autre forgeron talentueux participant à l'épreuve, atteignit cette couleur parfaite et pressa délicatement son métal. Cody fit de même, manipulant la presse avec une douceur étonnante pour ne pas rompre les soudures fragiles. Paul, confiant, dansait littéralement entre l'enclume et la presse. Il étirait l'acier avec une grâce mécanique, savourant chaque étincelle qui jaillissait sous les coups. Ces 2 lames commençaient déjà à prendre la forme élégante qu'il avait imaginée. Cependant, le métal est parfois capricieux, et il enseigne l'humilité. Le 2e bloc de Gary montra des signes de faiblesse. Une ligne sombre apparut au centre, signe qu'une soudure n'avait pas tenu. Au lieu de se décourager, Gary analysa la situation avec philosophie. Il tenta de réparer la fissure avec du flux et de la chaleur, conscient que le temps filait. Malgré les difficultés, il refusa de baisser les bras et parvint à former ses 2 lames avant que le présentateur n'annonce la dernière ligne droite. « Il vous reste 60 minutes, messieurs. » Les meuleuses chantaient, sculptant les profils des couteaux. Cody, avec une grande intelligence pratique, utilisa des pinces pour attacher ces 2 lames ensemble pendant le meulage, s'assurant ainsi qu'elles soient parfaitement identiques. Tim, concentré sur la résistance, plongea ses lames incandescentes dans l'huile pour le traitement thermique. Un frisson parcourut la pièce lorsqu'elles en ressortirent parfaitement intactes. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos outils. La première manche s'acheva sous les applaudissements. Les juges, véritables mentors dans l'âme, examinèrent le travail. Ils saluèrent la précision de Cody et l'ingéniosité de Paul. Malheureusement, la lame de Gary présentait des fissures structurelles trop importantes pour continuer l'aventure. Tu as relevé un défi immense, Gary, et tu peux en être fier, dit l'un des juges avec beaucoup de bienveillance. Tes lames demanderaient simplement trop de travail pour être sécurisées. Et c'est pour cela que nous devons nous séparer. Gary sourit, aucune once de tristesse n'assombrissant son visage. Je suis un peu déçu, bien sûr, mais surtout très fier de moi. Je suis venu ici pour m'amuser et rencontrer des gens formidables qui partagent ma passion. C'est une victoire en soi. Il quitta la forge la tête haute, riche d'une expérience inestimable. Chapitre 3. La quête de la perfection. Les 3 artisans restants, Paul, Cody et Tim, se préparèrent pour la 2e manche. Ils disposaient de 2 heures pour ajouter des gardes et des manches à leurs lames jumelles, les transformant ainsi en créations achevées et fonctionnelles. Le travail de précision commença. Cody, travaillant avec de l'acier inoxydable et du laiton, avança avec une fluidité impressionnante, bien qu'il dût recommencer une garde pour atteindre la perfection qu'il visait. Paul, fidèle à sa nature réfléchie, opta pour une garde soudée pour s'assurer d'une solidité à toute épreuve, bien que cela représentât un défi technique pour préserver le traitement thermique. L'artisanat demande parfois de surmonter la douleur. En ponçant son manche, Cody s'entailla légèrement le doigt, mais dans un esprit de camaraderie et de résilience. Il accepta le pansement du médecin avec le sourire et retourna immédiatement au travail.
refusant que ce petit contretemps ne freine son élan créatif. Le temps s'écoula à une vitesse folle. Les manches prirent forme, faits de bois précieux et de résine solide. Lors des tests finaux, les lames durent affronter des plaques de métal et des sacs de résistance pour prouver leur solidité et leur tranchant. Paul et Cody brillèrent par la qualité de leurs assemblages. Les poignées de Tim, bien que solides, se révélèrent malheureusement trop imposantes et inconfortables lors de l'utilisation. Les juges, toujours dans un esprit constructif, lui expliquèrent que l'ergonomie était aussi cruciale que la lame elle-même. « Je comprends parfaitement », répondit Tim avec une grande sagesse. « C'est une déception passagère, mais l'apprentissage, lui, est éternel. La forge fait partie de moi, et je forgerai jusqu'à mon dernier souffle, avec un marteau dans une main et la joie dans le cœur. » Chapitre 4 – L'héritage de la Renaissance. Paul et Cody, les deux finalistes, reçurent leur ultime mission. Retourner dans leur forge personnelle pendant 4 jours pour recréer une arme historique majestueuse. La Cinquedea. Cette épée, prisée par les nobles de l'Italie du Nord au XVe et XVIe siècle, tirait son nom de la largeur de sa lame au niveau de la garde, qui mesurait 5 doigts. Sa particularité résidait dans sa forme triangulaire à double tranchant, allégée par de multiples gouttières. Les critères étaient stricts. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. Comporter 6 gouttières de chaque côté, soit 12 au total. Avec une garde courbée et un pommeau élégant. De retour dans l'Illinois, Paul décida de rendre hommage à cette arme noble en utilisant un acier au carbone extrêmement pur. Il souhaitait une finition immaculée et une géométrie parfaite. Cody, de son côté, se lança dans le défi colossal de fabriquer une lame en acier d'amas de 155 couches, cherchant à allier la beauté des motifs ondulés à la robustesse de l'histoire. Pendant 4 jours de labeur harmonieux, les deux forgerons mirent tout leur cœur dans cette création. Cody creusa méticuleusement chaque gouttière, veillant à ne pas compromettre l'intégrité de l'épée. Paul, confronté à un four légèrement trop petit pour son immense lame, fit preuve d'une merveilleuse ingéniosité d'ingénieur en utilisant des couvertures thermiques pour conserver la chaleur et réussir un traitement thermique impeccable. Lorsqu'ils se retrouvèrent face au juge, l'air était empreint d'un profond respect. Les deux 5DA étaient des œuvres d'art éblouissantes. Les tests furent exigeants, mais menés dans le plus grand respect du travail accompli. Les épées tranchèrent des cibles complexes avec une facilité déconcertante, prouvant que la beauté n'enlevait rien à l'efficacité. Cependant, dans toute compétition bienveillante, il faut un lauréat. L'épée de Paul, bien que magnifiquement exécutée et d'une solidité remarquable, fut jugée un peu trop lourde, fatiguant le poignet lors des manœuvres rapides. Celle de Cody, parfaitement équilibrée grâce à son acier d'amas savamment forgé, offrait une agilité sans pareille. « Cody, tu es le champion », annoncèrent les juges sous les sourires de tous. Paul serra la main de Cody avec une sincère admiration. « C'est une décision juste. Cody a été meilleur aujourd'hui. Je suis honoré d'avoir participé à cette aventure. Et je suis extrêmement fier de l'épée que j'ai forgée. Dès demain, je retournerai à mon enclume avec encore plus de passion. » Cody, tenant son chèque de $10 000, rayonnait. La victoire était belle, mais le voyage et l'amitié forgées dans le feu valaient bien plus encore. Chapitre 5 – La rencontre des lames. Quelque temps plus tard, la forge s'illumina pour un événement exceptionnel. Un rassemblement inédit célébrant le talent et la diversité des artisans. 4 forgerons furent invités à apporter la plus belle création qu'ils avaient réalisée chez eux, pour une évaluation immédiate basée sur le partage et l'excellence. Il y avait Bill Peace, originaire de l'Ohio, qui forgeait depuis 4 ans. Il avait apporté une lame somptueuse de 160 couches d'acier d'amas, ornée de mitres en layton. Sa femme, qu'il aimait tendrement, le soutenait inconditionnellement dans cette aventure lumineuse. À ses côtés se trouvait Rhys, un jeune prodige de 18 ans. 3 ans plus tôt, une simple vidéo éducative avait éveillé en lui une passion dévorante. Entièrement autodidacte, il rayonnait de bonheur.
Les tests d'évaluation se déroulèrent dans un respect total de l'artisanat. Mesurant la capacité des lames à traverser des cibles balistiques et des pots d'argile. Illustrant la physique de la coupe plutôt que la violence. Les deux armes étaient grandioses. Cependant, la lame de Cody offrait une légèreté et une ergonomie légèrement supérieures. Respectant l'esprit agile de la Renaissance italienne. Cody fut déclaré vainqueur, remportant les $10 000. Paul le félicita avec une chaleur fraternelle. Fier de la beauté de sa propre création et heureux pour son camarade. L'aventure s'achevait sur une note de joie pure. Prouvant que la plus belle des récompenses réside dans le partage et la création. Mais la forge est un lieu de magie éternelle, et une nouvelle aube apporta un nouveau défi. Un tournoi exceptionnel. 4 nouveaux artisans au cœur vaillant franchirent les portes de ce temple de l'acier. Bill Peace, un homme dévoué originaire de l'Ohio, forgeron amateur depuis 4 ans. Sa force résidait dans l'amour inconditionnel de son épouse, qui le soutenait tendrement dans sa passion dévorante. Rhys, un jeune prodige de 18 ans. Autodidacte merveilleux qui avait appris l'art du feu grâce à des vidéos éducatives depuis ses 15 ans. Thomas Franklin, 34 ans. Un amoureux de la cuisine qui avait fondu sa passion pour la gastronomie avec celle de la coutellerie. Et enfin Carrie O'Connor, 45 ans. Un professeur d'arts martiaux dont la discipline d'esprit se reflétait dans chaque coup de marteau. Pour cette première étape, les artisans avaient apporté leur création personnelle. Forgée avec amour dans leurs ateliers. Bill présenta une lame magnifique en acier de Damas de 160 couches. Ornée de mitres en laitón. Rhys apporta une machette robuste, témoignage de sa jeunesse vigoureuse. Thomas exhiba un couteau de cuisine en acier au carbone 1070. Élégamment fini avec des rivets en maille-shore. Carrie, fidèle à sa discipline, offrit une lame géorgienne traditionnelle en acier 5200, dotée d'un magnifique manche en séquoia. Les juges évaluèrent l'intégrité structurelle de ces œuvres en les confrontant à des blocs de glace. Purs et cristallins. Les lames dansèrent sur la glace, prouvant la qualité du traitement thermique de chacun. Malheureusement. Le manche du couteau de Rhys s'avéra un peu trop menu pour offrir une prise en main optimale lors d'une utilisation intensive. Le jeune homme de 18 ans quitta la compétition avec des étoiles dans les yeux. Remerciant chaleureusement les juges pour cette opportunité incroyable. Il retournait chez lui avec une expérience inestimable. Prêt à forger des manches plus généreux et à continuer son beau voyage éducatif. La deuxième étape imposait la création d'une dague à pousser en seulement 2 heures. En utilisant des aciers 1095 et 15N20. La pression du temps était immense, mais l'esprit de résilience brillait fort. Bill, dans un moment de panique passagère, vit son bloc d'acier se fissurer sous la presse. Le temps filait, et le désespoir menaçait de l'envahir. Mais c'est alors que la magie de l'amour opéra. Il baissa les yeux vers ses gants de protection. Dessus, son épouse et ses enfants avaient écrit des mots d'encouragement et d'amour. Cette vision agit comme un baume sur son cœur. Puissant une force nouvelle dans ce soutien familial. Bill reprit le travail avec une détermination sereine, parvenant à façonner son arme juste à temps. Carrie, audacieux, tenta de créer un motif torsadé complexe. Le défi technique était immense pour un laps de temps si court. Les juges, admiratifs de son courage, durent cependant se résoudre à l'éliminer car les proportions de son manche par rapport à la lame nécessitaient encore trop de travail de finition. Carrie s'inclina avec le sourire noble du pratiquant d'arts martiaux, sans aucun regret. Heureux d'avoir réalisé son rêve de participer à cette belle aventure humaine. La grande finale opposait donc Thomas, le cuisinier au cœur tendre, et Bill, l'homme porté par l'amour des siens. Le défi ultime de 6 heures consistait à finaliser leur dague à pousser tout en forgeant une réplique d'un somptueux couteau de combat historique. En utilisant la technique sophistiquée du 100 mai avec un cœur en acier 80C RV2. Le ballet des marteaux reprit. Bill, naviguant entre ces deux projets avec une fluidité retrouvée, forgea sa lame majestueuse. Lors de l'assemblage de son pommeau, une pièce céda. Mais fort de sa résilience nouvellement acquise,
il répara l'ensemble avec calme et ingéniosité. Thomas, luttant contre la montre avec une bravoure admirable, parvint à sculpter sa lame. Mais le temps lui manqua cruellement pour lisser et sécuriser son manche en bois synthétique. Lors de l'évaluation finale, la sécurité primant avant tout. Les juges constatèrent que le manche de Thomas comportait des échardes et un espace dangereux près de la garde. Avec une infinie douceur, ils lui expliquèrent qu'il ne pouvait tester son arme sans risquer de se blesser. Thomas, comprenant parfaitement cette leçon de prudence et de bienveillance, accepta la décision avec une grande dignité, fier du chemin parcouru. Bill, dont les armes avaient passé les tests de coupe et de solidité avec une excellence remarquable, fut couronné grand vainqueur. Les larmes aux yeux, il regarda ses gants couverts de suie et d'amour. Il venait de remporter $10 000, mais surtout, il avait prouvé que la passion, couplée au soutien indéfectible de ses proches, permettait de surmonter les montagnes les plus ardues. Une conclusion magnifique pour une journée où la chaleur de la forge n'avait d'égal que la chaleur humaine partagée par tous ces artisans exceptionnels. Il y a quelque chose de profondément magique dans le métal chauffé à blanc. C'est une danse ancestrale entre l'homme, le feu et la matière brute. Dans l'atelier baigné par la lueur orangée des flammes, l'atmosphère était électrique, chargée d'une anticipation joyeuse et d'une passion commune. Et je me disais, comment vas-tu faire cela? Racontait un passionné avec un sourire radieux. Et il répond tout simplement qu'il a un briquet et qu'il a forgé un couteau à partir d'une aile de voiture. C'est là que j'ai compris que tout était possible. L'homme qui parlait s'appelait Paul Raspe. À 42 ans, cet ingénieur électricien au regard vif avait passé une grande partie de sa carrière à travailler pour la prestigieuse Agence spatiale nationale. Mais sa véritable passion, celle qui faisait battre son cœur au rythme des coups de marteau, c'était la forge. En tant qu'ingénieur, il comprenait intimement les phénomènes physiques complexes, comme le traitement thermique et la transformation moléculaire du métal. Pour lui, devenir forgeron était une évidence. Une belle fusion entre la science exacte et l'artisanat pur. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans débordant d'énergie. Forgeron amateur depuis 2 ans, Cody avait une soif d'apprendre inextinguible. Il avait même contacté Tyler Akbar, le célèbre gagnant du grand tournoi militaire, pour qu'il lui enseigne les secrets de cet art noble. La forge lui avait appris la patience, l'humilité et la valeur de la transmission des savoirs. Un peu plus loin, Gary Riemann, du haut de ses 23 ans, préparait ses outils avec un soin méticuleux. Forgeron depuis 5 ans, il voyait la forge non pas comme un lieu de labeur solitaire, mais comme un espace de convivialité. Pour lui, quand il se retrouvait dans l'atelier avec ses amis, c'était un joyeux bazar. Un lieu de partage où tous les passionnés, qu'il considérait affectueusement comme de grands intellectuels manuels, venaient échanger leurs idées brillantes. La voix chaleureuse du présentateur résonna dans le grand atelier, appelant l'attention de tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la forge. Vous avez tous décidé de participer à cette magnifique célébration de l'artisanat. L'aventure se déroulera en 3 manches amicales mais exigeantes. À la fin de chaque étape, nos juges bienveillants prendront des décisions difficiles. Et celui d'entre vous qui démontrera la plus grande maîtrise repartira avec un chèque de $10 000. Mais avant tout, vous repartirez tous avec une expérience inoubliable. Le présentateur sourit, invitant les artisans à découvrir leur premier défi. Forgeron, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu. Je vous invite à le retirer. Sous le tissu se trouvaient 2 petits cylindres métalliques et 2 boîtes remplies de morceaux d'acier provenant de sacs de frappe. La tâche était colossale et stimulante, il devait fabriquer non pas un, mais 2 couteaux identiques en utilisant la technique fascinante de l'acier d'amas en boîte, et ce, en seulement 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. Plus tard, ceux qui accéderaient à la 2e manche devraient y ajouter un manche pour en faire des outils fonctionnels. Nous avons 3 heures devant nous. Alors bonne chance à tous. Le chronomètre commence maintenant. Chapitre 2.
La danse des marteaux. La lame. Mais le temps lui manqua pour finaliser le manche avec le confort nécessaire. Bill, malgré quelques sueurs froides lors de l'assemblage de son pommeau en laiton, réussit à terminer une arme robuste, élégante et pleinement fonctionnelle. Lors des tests finaux de précision, la création de Bill fit des merveilles. Glissant avec fluidité et sécurité. Sous les applaudissements chaleureux, le présentateur annonça la grande nouvelle. Bill. Ton dévouement, ton amour pour ton art et le soutien de ta famille t'ont mené à la victoire aujourd'hui. Félicitations. Tu es un véritable maître dans ton domaine. Ému aux larmes, Bill regarda ses mains, puis ses gants où figuraient les petits mots de sa famille. C'est un rêve qui se réalise. C'était un moment de partage incroyable. La Forge est une grande famille. Et je suis honoré d'en faire partie. La lumière de la Forge continua de briller, symbole éternel de la créativité humaine. De la chaleur des liens amicaux et de la beauté de l'artisanat fait avec amour et passion. Sous les lumières étincelantes de la grande forge, une chaleur réconfortante enveloppait la pièce. Promesse d'une aventure humaine et technique exceptionnelle. L'air vibrait d'une énergie joyeuse. Celle des artisans passionnés prêts à transformer l'acier brut en œuvre d'art. Dans ce sanctuaire de la création, 4 hommes se tenaient côte à côte. Unis par une même flamme intérieure et un respect mutuel indéfectible. Paul Raspe, un homme de 42 ans au sourire serein, observait son environnement avec l'œil analytique d'un ingénieur en électricité. Ayant consacré une grande partie de sa carrière à travailler pour la prestigieuse agence spatiale, il trouvait dans la forge un équilibre parfait entre la science rigoureuse et l'art brut. Pour lui, la métallurgie n'était pas un mystère, mais une danse fascinante de phénomènes physiques et de traitements thermiques qu'il maîtrisait avec la douceur d'un poète. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans dont les yeux brillaient d'une passion communicative. Forgeron amateur depuis 2 ans, il avait eu la chance d'être guidé par de grands maîtres, absorbant chaque leçon avec une humilité touchante. Le Benjamin du groupe, Gary Riemann, du haut de ses 23 ans, apportait une touche de fraîcheur et d'humour pétillant. Forgeron depuis 5 ans, il avouait en riant que lorsqu'il se retrouvait dans son atelier avec ses amis, l'ambiance ressemblait à un joyeux bazar. Une réunion de passionnés partageant une tendresse commune pour la culture de l'imaginaire et la science de l'acier. Enfin, Tim complétait ce quatuor d'artisans, apportant sa propre lumière à cette fraternité du marteau et de l'enclume. La voix chaleureuse de l'animateur résonna dans le grand atelier, accueillant les participants et les spectateurs dans ce temple de la création. Le défi qui les attendait était à la fois complexe et merveilleux. Ils devaient participer à un tournoi amical mais exigeant, divisé en 3 étapes passionnantes. À l'issue de cette aventure, les juges, des experts bienveillants au regard affûté, désigneraient le meilleur artisan qui repartirait avec une récompense magnifique de 10 000 $. Le premier défi fut dévoilé dans un murmure d'émerveillement. Sous des toiles de protection se cachaient des enclumes, et sur chacune d'elles, 2 petits récipients cylindriques ainsi que des morceaux d'acier issus de sacs de frappe. La mission était d'une complexité poétique, forger non pas un, mais 2 couteaux absolument identiques. En utilisant la technique fascinante de l'acier de Damas en boîte, le tout en seulement 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. Le compte à rebours commença dans un ballet harmonieux d'étincelles et de sourires concentrés. Paul, avec sa logique d'ingénieur, planifia chaque seconde. Cody, méthodique et joyeux, commença par nettoyer minutieusement l'intérieur de ses boîtes avec un solvant doux, sachant qu'une soudure parfaite exigeait une propreté absolue. Gary, emporté par son enthousiasme de jeunesse, choisit une approche plus audacieuse, remplissant ses récipients avec une confiance aveugle en sa bonne étoile. La technique du Damas en boîte est une merveille de la physique. En enfermant des morceaux d'acier et de la poudre métallique dans un espace clos, puis en chauffant le tout à une température extrême avant de le compresser, l'artisan force les matériaux à fusionner en un seul bloc solide. C'est une métaphore magnifique de l'unité.
où des éléments disparates s'unissent pour former une force nouvelle. Cody attendit patiemment que son acier atteigne la couleur parfaite, celle d'un beurre fondu doré sous le soleil du matin. Avec une délicatesse infinie, il pressa son bloc, savourant le miracle de la soudure réussie. Paul, véritable chef d'orchestre de la chaleur, gérait ces deux blocs avec une maîtrise qui forçait l'admiration. Ses gestes étaient fluides, chaque coup de marteau résonnant comme une note de musique harmonieuse. Cependant, la forge enseigne aussi l'humilité. Gary, dans son élan passionné, découvrit de petites fissures dans son acier, signe d'une soudure incomplète. Loin de se laisser abattre, il garda le sourire, cherchant des solutions créatives pour sauver son œuvre. Il savait que chaque erreur était une leçon précieuse, une marche de plus sur l'escalier infini du savoir-faire. Lorsque le temps imparti pour cette première épreuve s'écoula, les 4 hommes posèrent leurs outils avec un sentiment d'accomplissement. Les juges, avec leur bienveillance habituelle, examinèrent les œuvres. Ils félicitèrent Paul pour sa précision scientifique et Cody pour la beauté de ses lignes. Malheureusement, les petites fragilités dans l'acier de Gary l'empêchaient de poursuivre l'aventure. Loin de s'effondrer, Gary remercia chaleureusement les juges. Il quitta la forge le cœur léger, fier de son parcours et heureux d'avoir partagé ce moment avec d'autres passionnés. La deuxième étape de cette belle aventure humaine demandait aux 3 artisans restants de transformer leurs lames en outils fonctionnels. En 2 heures, ils devaient fabriquer des gardes et des manches pour leurs 2 couteaux. Cody, avec son esprit inventif, travailla le laiton avec soin, bien qu'il ait rencontré un léger défi en soudant sa garde à l'envers. Il corrigea son erreur avec une agilité admirable, riant de sa propre distraction. Tim, dont l'âme d'artiste s'exprimait dans chaque geste, sculpta des manches imposants, cherchant à offrir une prise en main solide. Paul, quant à lui, utilisa des bandes abrasives avec une douceur infinie pour façonner ses poignets, s'assurant que l'ergonomie soit aussi parfaite que la géométrie de ses lames. La forge résonnait du chant des ponceuses et des éclats de rire partagés entre les établis. Lors de l'évaluation, les juges testèrent la solidité et le tranchant des couteaux sur des matériaux d'épreuve. Les lames de Paul et de Cody glissèrent avec une grâce absolue, prouvant la qualité de leur travail. Les créations de Tim étaient belles et robustes, mais les manches, un peu trop généreux en volume, rendaient l'utilisation moins confortable. Avec une grande sagesse, les juges expliquèrent leur décision. Tim, en véritable philosophe, accepta le verdict avec un sourire rayonnant, déclarant que la victoire n'est qu'éphémère, mais que l'apprentissage est éternel. Il promit de continuer à forger jusqu'à son dernier souffle, inspirant tous ceux qui l'écoutaient. Il ne restait plus que Paul et Cody pour l'ultime symphonie de cette compétition. Leur mission finale était grandiose. Retourner dans leur forge personnelle pendant 4 jours pour recréer une arme historique d'une beauté époustouflante. La Cinque Dea. Cette épée, prisée par les nobles du nord de l'Italie au XVe et XVIe siècle, tire son nom de sa largeur à la base, mesurant exactement la largeur de 5 doigts. C'est une œuvre d'art triangulaire, à double tranchant, ornée de 12 élégantes gouttières. 6 de chaque côté, conçues pour alléger l'arme tout en renforçant sa structure géométrique. Dans la douceur de son foyer, en Illinois, Paul décida de forger une lame en acier au carbone simple, le 80C RV2. Préférant concentrer son énergie sur la perfection des lignes et la réalisation d'un manche en acier de Damas orné de motifs d'hameçon. Un hommage poétique à sa passion pour la nature. Cody, de son côté, opta pour un exploit technique éblouissant, créant un bloc de Damas composé de 155 couches d'acier 15N20 et 1094. Durant ces 4 jours, les 2 hommes travaillèrent avec un dévouement total. Ils gravèrent les 12 gouttières avec une patience de moine, chaque ligne devant être parfaitement parallèle et symétrique. Cody dut faire preuve d'ingéniosité lors du traitement thermique, modifiant son four pour y faire entrer cette lame majestueuse qui dépassait les dimensions habituelles. Par chance et grâce à son talent, la lame en ressortit parfaitement droite, couronnant ses efforts de succès. De retour dans la grande forge, les 2 artisans présentèrent leur chef-d'œuvre. Les juges furent éblouis par la beauté,
la symétrie et l'hommage historique rendu par ces deux passionnés.